Les Français juifs doivent maintenant décider de continuer ou non leur histoire française et réciproquement. Vous ne pouviez pas savoir, Yann Boissière, au moment où vous écriviez ces lignes, combien elles seraient à nouveau d'une acuité dramatique quelques mois plus tard. La Cour de cassation a décidé de ne pas juger l'assassin de Sarah Halimi. C'est un coup de tonnerre pour la communauté juive et pas seulement. Et ça a réactivé cette question qui hante les juifs de France depuis des années. Notre place est-elle encore dans ce pays ? Vous voulez croire que oui, c'est ce que vous affirmez dans ce livre, malgré le point d'interrogation, on va y revenir. Heureux comme juif en France, publié chez Talandier. Bonjour Yann Boissière. Bonjour. Alors, on va y venir tout de suite à cette problématique. J'aimerais commencer par quelques mots personnels. C'est aussi comme ça que vous commencez votre livre. On vous connaît comme rabbin de Judaïsme en mouvement et vous êtes un des rares rabbins convertis. Alors, en principe, on est tenu de ne pas rappeler ses origines à un converti. Là, je me permets de le faire parce que c'est par le récit de cette conversion que vous entamez votre livre. Qu'est-ce qui a suscité cette conversion au judaïsme ? Alors la conversion, c'est un événement effectivement surprenant, c'est de l'ordre de la rencontre, des rencontres qu'on peut faire avec des personnes ou des idées ou des causes. C'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu évidemment dans ma vie. Donc je suis ici d'une famille non juive, pas spécialement chrétienne d'ailleurs, je n'ai pas été baptisé, je n'avais pas fréquenté d'église, je n'étais pas même sensibilisé à la religion en général, à la spiritualité. S'il y avait une religion à la maison, c'était plutôt la culture, donc dans un milieu certes ouvert, mais pas non plus en prise directe avec le judaïsme ou quoi que ce soit d'approchant. Et il se trouve qu'à la faveur d'événements effectivement particuliers dans ma vie, d'événements douloureux, intimes, la perte de ma mère, mais je ne veux pas attribuer à ça non plus de valeur causale, mais il se trouve que j'ai été plongé dans une vaste secousse de ma vie personnelle, et dans cette secousse, de manière d'ailleurs assez surprenante, quelque chose de plutôt dynamique qui m'a poussé à me poser des questions, et dans cette période d'ébullition personnelle, intellectuelle, je suis allé, une amie tout simplement m'a emmené voir un cours très couru à l'époque, dans les années 80, qui était le cours de l'érudit que l'on connaît tous, Pierre-Henri Salfati, qui donnait un cours à bâton rompu sur des matières juives diverses, le Cantique des Cantiques, je me souviens l'année où j'y étais, et ça m'a transporté, ça m'a transformé. Qu'est-ce que ça a touché chez vous ? Difficile de dire, quelque chose d'à la fois, je dirais, spirituel et intellectuel. Une sorte de discours. Alors, je n'avais absolument pas ce vocabulaire, comme je le dis dans mon livre, le mot Dieu peut-être même m'écorcher la bouche. Je me concevais comme quelqu'un de plutôt rationnel, rationaliste. L'hypothèse Dieu ne faisait pas partie de mon vocabulaire, comme avait répondu Napoléon à Lavoisier. Mais en tout cas, cette manière de poser les problèmes, cette manière de caresser le langage, de manière d'aller au plus profond des choses à travers des notations concrètes, cet esprit, cet humour a vibré en moi. Je me suis dit, mais c'est ça le judaïsme, c'est ça être juif, mais je me sens comme ça, je pense ça exactement depuis toujours, sans l'avoir formulé exactement de la même manière. Et donc j'ai assez rapidement compris qu'il s'agissait de quelque chose de très profond, de beaucoup plus que d'une couche sûrement purement intellectuelle, et l'envie de mettre ma vie en équation avec cette vibration, pas seulement... Parce que vous reliez ça aussi donc indirectement à la perte de votre mère, à cette douleur, à ce deuil. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension de consolation aussi dans la Torah. Ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension de consolation, même si je ne l'ai pas vécu comme tel, ça n'a pas été la compensation d'une perte, c'est pas aussi direct et aussi binaire que ça, mais de fait, il y a eu un tremblement, une ouverture, je disais, quelque chose de l'ordre de la Rachmanout, quelque chose qui s'élargit, qui s'est élargi en moi et qui m'a fait me raconter, avoir envie de me raconter d'une autre manière qui a été l'être juif, le judaïsme. Et cette brèche ouverte, je m'y suis lancé, je dirais pas à corps perdu, mais en tout cas avec une passion existentielle. J'ai envie de dire pas seulement une passion intellectuelle, mais une passion existentielle. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la conversion, j'ai eu le choix d'une conversion orthodoxe, voire ultra-orthodoxe. Ah oui. C'est une petite anecdote que je partage qui me permet d'évoquer tout simplement la mémoire d'un personnage qui a beaucoup compté pour moi, mais en tant qu'ami. Yotzke Broch, c'était son nom, il était israélien, d'origine de l'Est, il s'occupait de l'alia des Juifs de l'Est en poste à Budapest, et il m'avait un petit peu adopté comme son fils, enfin quelqu'un qu'il aimait beaucoup, il avait des filles magnifiques, mais manifestement il avait une sorte d'affection pour moi, il me disait, voilà, viens à Budapest, le grand rabbin de Hongrie à l'époque, le rabbi Deutsch, te convertira, pour moi t'es kasher, t'es juif, pas de
de souci. Et j'avais préféré justement, pour des raisons idéologiques, peut-être plus en équation, passer par le judaïsme libéral. Donc ça a été aussi un choix que, oui, c'est que le libéralisme. Vous montrez bien dans le livre, c'est pas juste par confort ou par facilité. Voilà, c'est un choix. C'est un choix en termes de valeurs. Donc c'est dans cette filiation que vous êtes. Et pourtant, il y a un autre rabbin dont on ne peut pas nier l'orthodoxie qui a joué un rôle important. Une autre rencontre dans votre parcours, c'est Adin Steinsaltz. Adin Steinsaltz, oui, paix à son âme, qui nous a quittés donc il y a 1 an maintenant, si ce n'est 2 ans. J'ai eu vraiment le privilège d'étudier avec lui à Jérusalem, puisque dans mon cursus d'études, alors la conversion, c'est un cursus dans les milieux libéraux à la fois d'études profanes, dites, sociologie, histoire des religions, etc., etc. Et puis bien sûr de Kodesh, avec l'étude des textes, de la liturgie, enfin de tout ce qu'il y a à apprendre et à approfondir. Et pendant 1 année, donc en continu à Jérusalem, j'étais dans diverses institutions, dont l'Institut Steinsaltz, où on avait le privilège d'avoir le grand maître, et puis beaucoup de ses étudiants aussi de sa yeshiva. Incroyable de sa part. Incroyable. Il a d'ailleurs lutté contre une pression du milieu orthodoxe en disant mais tu vas pas enseigner à des juifs libéraux, enfin à de futurs juifs libéraux, rabbins libéraux. Ça lui posait pas de problème. Ça lui posait pas de problème. Il enseignait la Torah à qui il voulait. Bon là on est face à un authentique génie qui avec humour, qui de manière allusive, qui de manière extrêmement profonde et une humanité. Ouais. C'est une présence avant tout. C'est un regard, une présence et un sourire, j'ai envie de dire. Après il y a toute l'érudition qui suit, mais quand on est face à un tel personnage, on est confondu, enfin au sens physique du terme, on est fondu dans cet amour et dans cette beauté de la tradition. C'est intéressant en tout cas de constater comment un parcours est la somme de rencontres. Absolument. Et donc ça aboutit à une conversion au judaïsme devant un tribunal rabbinique libéral. Vous avez suivi une formation rabbinique libérale à Berlin, à Jérusalem, aujourd'hui rabbin libéral de Gênes. Quand on se convertit au judaïsme, quelle que soit l'obédience du tribunal rabbinique, du Bet Din, on est averti par ce Bet Din. Ça fait partie du protocole, on nous avertit que les Juifs sont un peuple persécuté. C'est inhérent à la condition juive et dorénavant, toi le converti, tu vas partager ces persécutions. Dans ces conditions, est-ce que ça a un sens de s'insurger contre l'antisémitisme ? S'insurger contre l'antisémitisme, alors certainement c'est une réaction naturelle. Malheureusement, je ne pense pas qu'elle puisse être efficace contre l'antisémitisme qui semble effectivement éternel. C'est même énervant de pouvoir prononcer ce mot éternel. On ne voit pas au nom de quoi ça serait éternel, puisque c'est une folie. Mais sans doute la folie est éternelle aussi. Donc s'insurger, effectivement, n'a pas beaucoup d'efficacité. Il faut enseigner, je crois, constamment. Il faut enseigner aux jeunes générations. Et moi, je le constate en tant que rabbin. Enfin, il se trouve que ce matin encore, j'étais à Sainte-Marie de Neuilly auprès d'étudiants, donc plutôt catholiques. Voilà, ils étaient curieux et avides de savoir, de connaître le judaïsme. Et je pense qu'on change énormément les consciences quand si on fait l'effort d'aller vers les gens, de leur expliquer. Ça, c'est quand même la base de toute éducation. Les clichés disparaissent quand ils sont incarnés par quelqu'un qui parle, tout simplement. Et les gens vous en savent grâce. Je veux dire, ils sont contents d'apprendre. Ils se sentent mieux, même, sans doute. Alors, je ne dis pas que ça supprime malheureusement l'antisémitisme, mais c'est quelque chose de très important qu'il faut continuer à faire. Alors c'est ce que vous faites dans Heureux comme un juif en France. On est quelques jours, quelques semaines après ce coup de tonnerre de l'affaire Sarah Halimi. Comment vous allez dire ça aux gens, là, heureux comme un juif en France ? Parce qu'ici, vous êtes optimiste, hein, Alors, je suis optimiste en ne cachant rien de cette série absolument dramatique qui part, je dirais, alors on peut partir de très loin, on peut partir de l'attentat de Copernic, etc. En tout cas, depuis 15 ans de manière explicite, depuis la conférence de Durban, depuis les années 2000, depuis cette sorte d'importation du conflit israélo-palestinien de manière tout à fait activiste, mais je dirais même volontariste de la part de certains mouvements. On risque sa vie en tant que juif en France. Depuis 15 ans, effectivement, des juifs sont obligés de fuir les endroits où ils vivent, cette fameuse immigration intérieure dans le 17e, dans le 93, tout ça on connaît. Donc il y a une série tout à fait dramatique et qui tue. Enfin, je veux dire, c'est quand même la différence. C'est vrai que le racisme est une maladie générale, mais il se trouve que l'antisémitisme tue et de manière tout à fait, on le voit dans les chiffres. Donc l'affaire Sarah Halimi vient s'ajouter à une série suffisamment dramatique comme cela. Alors, il est là le choix. D'être optimiste mon optimisme dérive du fait que j'ai envie de dire le plateau favorable
excède le plateau défavorable, même si je n'en masque pas plus que les inconvénients, l'inconfort et l'inquiétude légitime. Ce que je dis simplement, c'est que la communauté juive en France est plurimillénaire. Il y avait des communautés juives depuis le 2e, 3e siècle, avant même que les Francs ne donnent leur nom à notre doux pays. Et donc, ça compte. Le judaïsme a été un flambeau en Europe. Le judaïsme de Rachi, les gens venaient de l'Europe entière pour étudier chez Rachi. Il y a eu des tosafistes, pas seulement en Champagne, mais aussi à Rouen, aussi en Bourgogne. Il y a eu des pages glorieuses du judaïsme et des pages tragiques, évidemment. Mais ce serait intellectuellement étrange de dire on arrête tout. Alors effectivement, il y a des raisons d'arrêter. Il y a même certainement des raisons personnelles d'arrêter. Quand on est victime soi-même au quotidien, certainement on songe à s'installer ailleurs. Mais pour vous, il n'y a même pas besoin de revenir à Rachi ou aux tosafistes. Pour vous, il y a ce pacte. De 1791, c'est vrai que on parle beaucoup actuellement, l'émancipation des Juifs de France, Napoléon. Ce pacte, il reste solide pour vous. J'insiste beaucoup là-dessus. Effectivement, 1791, événement majeur pour la communauté des Français juifs. Encore aujourd'hui, je pense, la France est le premier pays en Europe à émanciper ses Juifs. Formidable. Alors avec peut-être coup d'entaille, effectivement, Napoléon reviendra dessus, évidemment l'affaire Dreyfus, évidemment la Shoah, mais je dirais que globalement, il y a une sorte de pacte, enfin cet amour des Juifs de la République, de ce qu'a pu apporter la France, et une sorte d'espoir fondamental, avec une vraie différence par exemple aujourd'hui, ce qui encore une fois supprime pas l'antisémitisme de la société, mais il n'y a pas d'antisémitisme d'État, et il y a, je dirais, une défense solide de la part des institutions étatiques et des gouvernements successifs, à part peut-être certains qui ont été plus faiblards sur le sujet, mais de lutter contre l'antisémitisme. Alors, je dis simplement une chose, ça compte pas pour rien non plus. Il y a le côté dramatique des événements, et encore une fois, il est tout à fait loisible d'envisager que certaines personnes puissent ne pas concevoir leur avenir en France, et c'est tout à fait légitime, et personne n'a à juger de ça, mais je dirais qu'au regard de la profondeur historique, 2000 ans de judaïsme ensemble et en France, avec une communauté quand même de 500 à 600 000 personnes qui en fait la 3e communauté juive au monde, c'est pas rien, ça s'abandonne pas. Donc les Juifs ont un avenir dans ce pays. Pour moi, les Juifs peuvent encore être heureux comme Juifs en France. C'est en tout cas ce qu'on se souhaite. Et ce à quoi vous travaillez. Oui, et ce à quoi on travaille, mais oui. Alors puisqu'on parle de ce moment de l'émancipation des Juifs de France, nos amis et partenaires des éditions de l'Antilope viennent de publier ces discours sur les Juifs qui ont été tenus à ce moment en 1791. Les pour, les contre. Et ce qui est passionnant, c'est que quand on s'y plonge, on remarque que la discussion porte sur la possibilité d'intégrer les Juifs à la France, mais il y a quand même un consensus qui règne parmi tous les intervenants, c'est que c'est un peuple dans le peuple, que c'est un peuple à part. On a des citations très fortes. Ce peuple arraché de la terre de ses pères, dispersé sur tout le globe, qui traverse depuis 17 siècles les générations des autres peuples sans jamais s'allier ni se confondre avec elles. Un peuple particulier et distinct, il y a des résonances avec Haman, là, Am Mefouzar ou Mefourad. Il est et sera toujours le peuple juif, une tribu dont la religion diffère essentiellement avec ceux de tout autre peuple. Est-ce que nous autres juifs, nous n'allons pas un peu trop loin dans cette tentation de montrer patte blanche et de vouloir démontrer que le judaïsme est en parfaite adéquation avec les lois de la République, a invoqué Dina de Malchut Dina, vous le faites aussi dans votre livre. Le peuple juif est un peuple séparé. Oui, ça a certainement été un axe de démonstration, notamment de Moïse Mendelssohn, au passage qui n'est pas le père du judaïsme libéral, mais en tout cas le juif de la modernité, la première intellectuelle juif, de vouloir démontrer, mais parce qu'il y avait un tel déficit à rattraper, un déficit de perception, de démontrer que le judaïsme était la religion de la modernité, peut-être même plus rationnelle encore que le christianisme. Donc il y a eu cette volonté de montrer patte blanche pour dire oui, comptez-nous parmi la modernité, nous peuple juif. Ça, c'était il y a 2 siècles ou il y a 3 siècles. C'était il y a 2 siècles et les choses ont bien évolué, effectivement. Je pense que, oui, il y a une dialectique à maintenir
et c'est une dialectique constante, c'est pas ni l'un ni l'autre. Je pense de montrer effectivement que le judaïsme a pleinement vocation à s'intégrer dans ce qui sont les formes politiques pour l'instant. Peut-être que ce seront d'autres formes politiques demain, mais on est dans des États-nations et qu'on s'intègre pleinement dans les États-nations du point de vue du droit, qu'il n'y a pas de séparatisme légal ou religieux, etc. Et puis il y a effectivement une défense de notre spécificité. C'est vrai qu'on a une spécificité il suffit d'ouvrir la Torah dans des pour sociétés... Ça. Vous êtes quand même rabbin, la Torah est traversée de versets qui disent vous êtes un peuple à part, vous vous distinguez des peuples. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le séparatisme. Non, on est un peuple à part, il y a une culture à part et dont il faut cultiver effectivement la différence, parce qu'on vit dans des sociétés effectivement extrêmement assimilatrices. On est dans une injonction paradoxale, d'ailleurs la modernité c'est soit toi-même, soit toujours plus toi-même, donc se séparer, et comme disait le peintre Kandinsky, il vaut mieux peindre comme tout le monde pour ne ressembler à personne, plutôt que d'essayer de faire comme personne et finir par ressembler à tout le monde. Donc c'est vrai que cette injonction à être toujours plus personnel, en fait, elle fait partie de la culture du tout venant. Et nous, on a une conception plus traditionnelle d'une spécificité. Je pense d'ailleurs que cette spécificité peut être contributive justement à la société au sens large. Mais pour être contributif, encore faut-il la cultiver, cette spécificité. Je pense que c'est absolument nécessaire. Il ne faut pas non plus gommer l'altérité, la distinction. Non, ne pas gommer. Ça ne veut pas dire supprimer le dialogue. C'est la dimension qu'il ne faut jamais oublier. Dire... Je suis juif, je suis d'une culture particulière, le judaïsme pense ceci ou cela, qui peut ne pas être, qui peut être différent, hein, mais par contre maintenir le dialogue et vouloir maintenir ce dialogue. La dialectique, elle est là. C'est pas le séparatisme complet, parce que le séparatisme, c'est vouloir couper la conversation, donc maintenir la conversation, mais au nom d'une différence et d'une spécificité qui est tout à fait essentielle à nous-mêmes déjà, et peut-être intéressante pour les autres aussi. Alors ça, c'est le travail que vous faites dans le cadre de votre association, les Voix de la Paix. C'est audacieux ce que vous faites, parce qu'actuellement en France, on a l'impression qu'on est pris en étau entre deux forces, celle qui est incapable de penser la différenciation, justement, qui gomme toutes les identités particulières, et l'autre, au contraire, qui suraffirme l'identité farouchement. Aux Voix de la Paix, vous essayez un peu cette troisième voie, non ? Moi, je pense qu'on vit tout simplement, au-delà même de la situation des Juifs en France, je pense qu'on vit un moment, je ne vais pas dire dramatique, mais en tout cas très inquiétant, où la démocratie est en danger. Les États-nations sont en danger, il y a des pressions très fortes. La démocratie en particulier, et la démocratie comme art de converser à plusieurs. Et c'est vrai que dans des périodes où les gens réfléchissent beaucoup moins, réfléchissent plus rapidement, cette culture des réseaux sociaux qui ne discute plus mais qui accuse ou qui condamne par avance, tous les contre-discours aussi qui remettent en cause l'universalisme indigéniste où l'antisémitisme fleurit abondamment. Je pense que donc, le choc des identités remplace l'art du débat. Et je pense qu'il y a un vrai danger là-dessus. C'est accentué par les technologies. Et donc, on a besoin de reconstituer des espaces de dialogue. Alors, la charge supplémentaire des Voix de la Paix, c'est que, justement, le judaïsme et les pensées religieuses en général ont un intérêt pour cette reconstruction du dialogue. Parce qu'on vit en plus en France dans une société volontiers laïciste où l'apport des religions n'est pas pris en compte aux côtés de la pensée intellectuelle en général. Donc il y a plusieurs convictions. Il y a le fait qu'il faut absolument maintenir des espaces de discussion. Il y a le fait que le dialogue interreligieux ne suffit pas parce que le dialogue interreligieux est passionnant et même de l'avis de ceux qui ne sont pas concernés, ils le trouvent passionnant. La photo est toujours belle, etc. Juste, ils ne se sentent pas concernés et c'est quand même 60 à 70% des Français. Donc, élargir la base de la discussion, mêler des pensées religieuses et non religieuses, le monde de l'entreprise, les artistes, les philosophes, ça c'est... Et puis, une façon de maintenir justement cette spécificité juive, de la rendre vivante, c'est de la confronter dans un dialogue plus large qu'elle et de faire entendre cette voix comme si c'était quelque chose de naturel aussi, qui est des voix juives qui s'expriment sur des sujets a priori intellectuels ou réservés à la philosophie. Donc c'est ça qu'essayent de faire les Voix de la Paix. Et encore une fois, substituer le débat d'idées
à la tentation identitaire. Bien sûr que je parle au nom d'une identité et à partir d'une identité, mais ça c'est juste le point de départ. Après c'est qu'est-ce que je développe et qu'est-ce que je dis à la personne à qui je parle, c'est ça qui est intéressant. Mais souvent on en reste au stade liminaire, je suis ceci, tu es cela, bon bah et alors, il n'y a pas de point de rencontre. Il n'y a pas de point de rencontre. Vous êtes responsable communautaire, vous voyez des gens de différents bords politiques dans votre communauté. On est à 1 an de l'élection présidentielle. Est-ce que la tentation Le Pen, vous la sentez parmi vos fidèles? Alors, je ne la sens pas parmi nos fidèles, qui idéologiquement, je pense, ne sont vraiment pas enclins à trouver même que Marine Le Pen s'est dédiabolisée comme on essaye de nous le vendre à longueur de journée. Moi, je suis très inquiet, enfin, très en colère presque contre la classe politique, enfin, en tout cas, toutes les personnes qui... Enfin, pour moi, le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. C'est quelque chose qui n'a pas varié. Même le vocabulaire paraît presque ancien, suranné, dépassé. Mais pour moi, il n'a pas changé. Peut-être que, factuellement, la personnalité de Marine Le Pen n'est pas celle de son père. Peut-être qu'elle est moins obsédée par les Juifs. Mais je ne pense pas que son public ait changé et que son fonds de commerce ait changé. C'est la xénophobie, c'est l'antisémitisme, c'est une franche détestation des musulmans aussi. Enfin, tout ça, il n'y a aucune bonne nouvelle à récupérer de tout ça. Et je suis étonné de voir effectivement cette dédiabolisation, cette espèce de normalisation qui semble effectivement, enfin je vois il y a un sondage encore aujourd'hui dans Le Monde qui semble effectivement rallier beaucoup de voix. J'espère qu'on se ressaisira. Peut-être que les religions et la communauté juive en particulier a un rôle à jouer là-dedans. Encore une fois, de dénonciation. La dénonciation n'est pas toujours le meilleur moyen, mais il faut se remuer, parce que sinon on y va gentiment et presque certainement. C'est un peu la méthode du homard. Hein. On augmente d'1 degré, ça monte. Non, il y a ce fameux plafond de verre. Et puis un jour le plafond de verre, et un jour on est cuit, et alors, on n'est plus là pour s'en rendre compte. Et si alors 2022, Marine Le Pen passe, est-ce qu'on pourra encore être heureux comme juif en France ? Je pense que là se posera un vrai choix que je me suis déjà posé il y a 5 ans, quand j'ai vu que 11 millions de personnes avaient voté Le Pen. Je me suis vraiment dit par anticipation, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je resterai en France ou est-ce que je partirai ? Alors ? Et je n'ai pas répondu à la question. Il y a un chapitre consacré à l'islam dans votre livre. Vous trouvez des interlocuteurs musulmans ? On en trouve. Alors, la particularité de l'islam qui est implantée depuis peu, finalement, en France. Je pense que l'islam manque de profondeur historique en France et ça se paye aussi par un côté qui rend le dialogue parfois difficile. C'est qu'il n'y a pas toujours de conscience de la part des acteurs musulmans qu'il faut parler, c'est intéressant de vouloir s'intégrer, de faire du coalition building, diraient les Américains, c'est-à-dire de trouver intéressant de participer. Donc et surtout, il y a un déficit de personnes qui parlent au nom de la communauté, à prendre en charge un discours public. Alors le problème, c'est qu'il y a souvent des intellectuels extrêmement forts et extrêmement articulés, mais précisément du fait de leur manque de statut religieux, ils ne sont pas forcément considérés par des bases plus fidéistes. Et puis il y a des mondes qui franchement n'en ont rien à faire de l'intégration et qui développent des idées tout à fait, enfin non seulement séparatistes, mais des idées extrémistes, etc. Donc il y a tout un tas de courants. Donc moi je suis confiant, encore une fois, je n'ai pas de discours du tout ni anti-immigration, ni anti-islam, rien n'est irrévocable, mais il faut poser les bons mots sur les bonnes choses, sur comme les bons base diagnostics. De travail, en tout cas. Voilà, et dire effectivement qu'il y a un antisémitisme musulman. Je passe beaucoup de temps dans mon livre à décrire les 3 niveaux qui sont intéressants pour moi. Il y a le niveau de l'ADN, quand on pense que tel peuple, par exemple que les peuples arabes seraient antisémites, pour moi c'est la sortie de route. Il n'y a aucune fatalité de l'ADN de qui que ce soit d'être antisémite. Il n'y a pas non plus le discours sociologique délétère qui nous a tués, savoir que des parcours personnels, un type qui s'est vu refuser son stage Pôle emploi, et donc il a été obligé, le parcours de l'exclusion, et donc naturellement il en viendrait à tuer un juif. On se demande selon quelle logique. Il y a le niveau de la culture, par contre, qui est intermédiaire, ou de la sous-culture. Ça, ce sont des choses héritées, qui sont traçables historiquement. La dimitude, un statut d'infériorité pour les juifs dans les pays en terre d'islam, tout ça est bien connu. Tout ça a un poids. Par capillarité, il agit sur des gens peut-être de bonne foi au départ, mais ça se démonte, ça se travaille, c'est la bonne nouvelle.
C'est énormément de travail, mais il n'y a rien de fatal à ça. Et il nous faut lutter contre ça. Et Shavuot est quand même la fête de la conversion collective du peuple juif au Sinaï. Donc c'est bien Ouais. la preuve qu'il n'y a pas d'identité figée, il y a un devenir, une transformation. Absolument. Naase venishma, nous ferons et nous entendrons. Justement, c'est intéressant d'ailleurs, la réponse du peuple juif est la seule qui ne se situe pas dans une pensée d'un héritage acquis. Il y a ce fameux midrash que vous connaissez où Dieu propose sa Torah à plusieurs peuples. Et c'est intéressant parce que le principe de refus de chaque peuple, c'est mais qu'est-ce qui a marqué dedans dans ta Torah? Donc un devoir, il faudrait s'informer avant et dire ah oui non mais ça c'est pas nous. Nous ça correspond pas à notre mode de vie. Et la réponse positive du peuple juif est de dire ok, naase venishma, oui, ok, avançons. On signe. Plutôt que de checker en quelque sorte, de vérifier si ce texte est en conformité avec une idée fatalement déterministe qu'on aurait de nous-mêmes. Justement, la chance du peuple juif, c'est de ne pas avoir d'idée préconçue de son déterminisme et d'accepter de marcher au nom d'une spécificité, mais vers quelque chose éventuellement de nouvel qui nous renouvelle. Et c'est ça le thème de la fête de Shavuot, bien sûr. Chag Sameach, Chag Rabbin Sameach. Yann Boissière. Chag Sameach à Ça tous. s'appelle Heureux comme un juif en France, point d'interrogation. C'est publié aux éditions Talendier. Merci Yann Boissière. Merci. Chag Sameach à tous et à bientôt pour de nouvelles émissions. Merci pour votre écoute.